Sujet 2. Commentaire de texte. Expulsé, OLP le fut à nouveau du Liban en 1982. Si le siège de Beyrouth à l'été 1982 fit basculer une partie des opinions européennes en faveur des Palestiniens, il marqua un coup fatal à l'option militaire. D'autant que les régimes arabes avaient renoncé à affronter Israël et que le plus puissant d'entre eux, l'Égypte, signa même avec lui une paix séparée en 1979. Les opérations armées ponctuelles perdaient d'autant plus de leur efficacité que les combattants de l'OLP étaient dispersés loin des frontières de la Palestine, entre la Tunisie et le Yémen. Mais l'OLP disposait de deux cartes. Le soutien de son peuple qu'allait confirmer la première intifada, 1987 à 1993, et la prise de conscience internationale, notamment européenne, qu'aucune paix sans elle n'était possible, ce qu'avait affirmé la déclaration de Venise de la Communauté économique européenne en juin 1980, qui reconnaissait le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la nécessité d'associer l'OLP à toute négociation au Proche-Orient. La fin de la guerre froide et l'effondrement du camp socialiste, l'optimisme créé par le règlement de différents conflits de l'Afrique australe à l'Amérique centrale, la fatigue de la société israélienne après des années d'intifada. L'exaspération des opinions occidentales face à la répression des Palestiniens allait aboutir aux accords d'Oslo du 13 septembre 1993 signés par Arafat et le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, sous l'égide du président américain William Clinton. On pourrait résumer ainsi leur philosophie. Une autonomie palestinienne devant déboucher au bout d'une période transitoire de 5 ans sur la création d'un État palestinien abandonnant l'idée d'un État démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine, où coexisteraient musulmans, juifs et chrétiens. L'OLP s'était ralliée, poussée par les Occidentaux, au projet de deux États vivant côte à côte. Consigne 1. Présenter le mouvement nationaliste cité dans le texte et deux leaders arabes et israéliens, en précisant pour ces derniers un événement daté dans lequel ils sont impliqués. 2. Donner le contexte historique du document en insistant d'abord sur l'échec des régimes arabes face à Israël entre 1967 et 1973, ensuite sur les débuts de la résistance palestinienne, à travers un acte de résistance daté de votre choix. 3. À partir du texte et de vos connaissances, expliquer les facteurs qui ont favorisé la signature des accords d'Oslo de 1993, puis analyser deux des recommandations dans le processus de la solution à deux États. Cette proposition de correction est susceptible d'être complétée ou amendée au regard d'autres analyses. Les réponses apportées doivent être considérées comme un point de départ pour une réflexion plus approfondie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. C'est parti. 1. Présenter le mouvement nationaliste cité dans le texte et deux leaders arabes et israéliens, en précisant pour ces derniers un événement daté dans lequel ils sont impliqués. Le mouvement nationaliste cité dans le texte est l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Créée en 1964, l'OLP est une organisation politique et paramilitaire qui représente officiellement le peuple palestinien. Son objectif principal est la création d'un État palestinien indépendant et la défense des droits des Palestiniens, notamment leur droit à l'autodétermination. Les deux leaders mentionnés sont Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Yasser Arafat est un homme d'État palestinien et chef de l'OLP. Il est impliqué dans les accords d'Oslo, le 13 septembre 1993 en tant que président de l'organisation. Yitzhak Rabin est un homme d'État et Premier ministre israélien. Il est impliqué dans la signature des accords d'Oslo le 13 septembre 1993 en tant que Premier ministre. Il a été assassiné en 1995 par un extrémiste israélien opposé au processus de paix. 2. Donner le contexte historique du document en insistant d'abord sur l'échec des régimes arabes face à Israël entre 1967 et 1973, ensuite sur les débuts de la résistance palestinienne, à travers un acte de résistance daté de votre choix. Ce texte s'inscrit dans le contexte général de la décolonisation au Proche-Orient, particulièrement marqué par les conflits israélo-arabes qui ont profondément façonné la région, notamment à travers deux guerres majeures, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. L'échec des régimes arabes face à Israël s'est manifesté de manière spectaculaire lors de la guerre des 6 jours en 1967. En seulement 6 jours, Israël a remporté une victoire décisive et écrasante contre les armées arabes coalisées, Égypte, Syrie et Jordanie, prenant le contrôle de territoires stratégiques essentiels, la Cisjordanie, Jérusalem-Est,
la bande de Gaza, le plateau du Golan syrien et la péninsule du Sinaï égyptien. Cette défaite a profondément bouleversé l'équilibre régional et démontré la supériorité militaire israélienne. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie ont tenté de renverser cette situation en lançant une attaque surprise contre Israël pendant la fête juive de Yom Kippour. Malgré l'effet de surprise initial qui a permis quelques gains territoriaux, l'armée israélienne, soutenue militairement et logistiquement par les États-Unis, a finalement réussi à repousser les forces égyptiennes et syriennes. Cette guerre a une nouvelle fois confirmé la domination militaire israélienne dans la région, malgré les succès initiaux des armées arabes. La signature du traité de paix égypto-israélien de 1979, fruit des accords de Camp David de 1978, a marqué un tournant décisif en brisant l'unité du front arabe. L'Égypte, principale puissance militaire arabe, reconnaissait ainsi officiellement l'État d'Israël et se retirait de la confrontation directe, affaiblissant considérablement la position des autres pays arabes. Face à ces échecs militaires répétés des armées arabes conventionnelles, la résistance palestinienne a dû repenser sa stratégie de lutte. Cette nouvelle approche s'est particulièrement manifestée lors de la première intifada, 1987 à 1993, un soulèvement populaire massif dans les territoires occupés. Cette révolte, menée principalement par la jeunesse et la société civile palestinienne à travers des manifestations, des grèves et des actes de désobéissance civile, a marqué un tournant dans la lutte palestinienne. Elle a démontré la capacité de mobilisation du peuple palestinien et a contribué à sensibiliser l'opinion internationale à leur cause, renforçant ainsi leur quête d'autodétermination et de reconnaissance sur la scène internationale. 3. À partir du texte et de vos connaissances, expliquez les facteurs qui ont favorisé la signature des accords d'Oslo de 1993, puis analysez 2 des recommandations dans le processus de la solution à 2 États. Les facteurs ayant favorisé la signature des accords d'Oslo de 1993 incluent le changement du contexte international. La fin de la guerre froide et l'effondrement du bloc socialiste ont créé un nouvel ordre mondial, modifiant ainsi les équilibres géopolitiques avec l'émergence des États-Unis comme unique superpuissance. Cette nouvelle configuration a créé un environnement plus propice aux négociations. Le climat de détente internationale et les succès de la diplomatie dans d'autres conflits régionaux ont encouragé une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. La lassitude des sociétés. L'épuisement de la société israélienne après des années de conflit et particulièrement après 6 années d'intifada, 1987 à 1993, a exercé une pression considérable sur les dirigeants pour trouver une solution politique. La première intifada a particulièrement mis en lumière le coût humain, moral et économique du conflit, poussant les 2 parties à une ouverture vers des négociations de paix. Le soutien international croissant. Les opinions occidentales sont devenues de plus en plus critiques face à la répression israélienne contre les Palestiniens. La communauté internationale, notamment les pays européens, a exercé une pression diplomatique croissante pour trouver une solution au conflit. La déclaration de Venise de la Communauté économique européenne en 1980 a marqué un tournant décisif en reconnaissant officiellement le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la nécessité d'inclure l'OLP dans les négociations de paix. Les recommandations pour le processus de solution à 2 États comprennent l'autonomie palestinienne transitoire. Les accords d'Oslo prévoyaient une période transitoire de 5 ans d'autonomie palestinienne avant la création d'un État palestinien indépendant. Cette approche graduelle visait à instaurer la confiance entre les 2 parties et à permettre la mise en place d'institutions palestiniennes capables d'assumer les responsabilités d'un État souverain. Cependant, la mise en œuvre de cette autonomie a été entravée par la persistance des violences, la poursuite de la colonisation israélienne et des désaccords profonds sur des questions clés comme les frontières et le statut des colonies. L'abandon du projet d'État unique. L'OLP a effectué un revirement historique en renonçant à son objectif initial de création d'un État démocratique unique sur l'ensemble de la Palestine historique, où auraient coexisté musulmans, juifs et chrétiens. Au lieu de cela, l'accord a proposé la solution de 2 États, permettant à Israël et à un futur État palestinien de coexister côte à côte. Cette reconnaissance mutuelle représentait un pas historique vers la paix, mais elle n'a pas suffi à résoudre les différends fondamentaux. Les questions cruciales comme le statut de Jérusalem, le sort des réfugiés palestiniens et la délimitation des frontières définitives demeurent des obstacles majeurs à l'établissement d'une paix durable. Ces éléments démontrent que les accords d'Oslo, bien que constituant une avancée diplomatique majeure,
n'ont pas réussi à résoudre les contradictions profondes du conflit israélo-palestinien. Nous espérons que cette vidéo vous a été profitable. Si vous souhaitez continuer à bénéficier de nos contenus, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour être informé de nos prochaines publications.